cette nouvelle émission de Sport Mecha Geek. Je suis avec Nevik, comme la semaine dernière. Comme toujours, on est là. En vélo, on va d'abord faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé ce week-end. Ce week-end, la semaine dernière, il y avait le Paris-Nice, le Tirreno. Ouais, la fin du Paris-Nice et du Tirreno Adriatico. On va revenir là-dessus. Et puis on va faire un petit teasing de ce qui arrive quand même. Parce qu'on va commencer par la Primavera, là, la première classique italienne et la première des classiques, des 6 grandes classiques, qui va nous réserver des choses, des bonnes surprises, je pense. Il y a des trucs cool qui vont être à débriefer. Alors, première nouvelle, Vingegaard. Oui, Vingegaard qui sera pas là sur le Tour de Catalogne, qui commence la semaine prochaine. Qui commence lundi, je crois. Ouais. C'est ça, ouais. Et donc pas de Vingegaard. Non, en fait, il s'est blessé. Il s'est blessé vendredi. Sur l'étape que Lenny Martinez gagne, je crois. Tout à fait. Lenny Martinez qui est très très fort quand même vendredi, qui met un gros. Fort vendredi. Un petit peu. Non, c'est jeudi qu'il est fort. C'est jeudi. Jeudi il est fort. Vendredi il se fait faire dans une bordure. Voilà, dans la bordure, il prend la cassure. Et samedi, il était dans l'emballage final. Sauf que j'ai un peu l'impression qu'il a attaqué pour montrer je suis fort, et en fait il avait pas forcément les jambes. Mais en même temps, samedi c'était aussi quand même particulier quand même. C'était très. On va parler un peu de Lenny Martinez et puis de Clément Champoussin. Oui. Déjà. En fait, on avait quand même une vanne entre nous deux. Alors, est-ce qu'on verra un jour Clément Champoussin dans un top 10? C'est ça. Il fait quand même top 10. Il fait 9ème. Il fait 9ème du Paris-Nice, qui est assez improbable pour un Clément Champoussin, en fait, par rapport à où il était avant. Lenny Martinez, alors moi j'ai trouvé Lenny Martinez assez fort le jeudi quand même, d'arriver à la tenir à Matteo Jorgensen, de les lâcher dans l'ascension finale et de finir relativement bien devant eux, c'est cool. Belle manœuvre quand même de la Jumbo Visma sur le vendredi, bien manœuvré pour mettre la bordure et faire péter Lenny Martinez. On va reconnaître quand même qu'ils ont fait du très très beau travail. Et puis après cette étape de samedi qui était dantesque, dans des conditions apocalyptiques. Partie de Nice, il faisait un 18 degrés plein soleil, ils sont arrivés en haut, ils avaient de la neige, un 0 degré. Je sais pas si vous avez vu la photo de Brandon McNulty à l'arrivée, mais en fait on dirait un mineur de charbon tellement il est usé, rouge, il en peut plus, enfin on a l'impression qu'il est au bout de sa vie, on a l'impression qu'il a 45 ans sur une Strade Bianchi en décembre quoi. Ouais, sauf qu'en fait il n'y a pas de bout, mais vraiment on sent qu'il est marqué de ouf, qu'il a souffert. On voit l'arrivée de Julien Alaphilippe aussi, qui a tout donné d'ailleurs pour mettre son équipier Storer où il fallait, où il n'a pas de gants, il en peut plus, il secoue tous les doigts pour essayer de faire circuler le sang, et puis de toute façon au moment où ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de gants et qu'ils sont partis en tête et qu'il fait froid, ils peuvent plus ralentir, ils peuvent plus demander à leur voiture de venir et prendre le temps de mettre des gants et de se retrouver lâchés des autres. Il fallait les avoir avant et les mettre plus tôt, quoi. Donc c'était des conditions. Mais j'ai l'impression que tout le Paris-Nice, en fait, toute cette semaine, et à peu près pareil pour Tirreno Adriatico. Ça a été dur. Sur les deux compétitions, ça a été vraiment dur déjà niveau météo. C'était fallait être solide. Ouais, il y en a comme ça. Solide. Il y en a comme ça, mais à ce niveau-là, je pense que tous les jours. Tu repars, tu reprends le vélo le matin, tu te dis ça va être encore une journée galère. Je pense que mentalement ça doit être quand même un peu compliqué. La seule journée qu'ils ont eu d'à peu près belle, c'était jeudi en fait. Ouais. C'était ça. C'est la seule que j'ai pas regardée comme ça. C'était la seule qui était à peu près correcte en conditions sur les deux courses. Mais ouais, ça a été... Enfin là t'as beau être dopé parce qu'il y a toujours ces soupçons au niveau... Faut quand même un sacré mental et affronter des conditions avec de l'eau qui tombe dessus à 0 degré en 5 heures. Est-ce que c'était pas des conditions pour des cyclocross, cyclocrossmen? Ouais, non plus, parce qu'en fait le parcours c'est pas un parcours de cyclocrossmen. Clairement, avec les ascensions qu'ils ont mis sur la fin. Mieux qu'on l'habitude d'avoir des conditions quand même un peu plus. Ouais, après un cyclocross ça dure maximum 1h10 quoi. C'est pas pareil. Les droits congelés. Ouais, là, puis le cyclocross, tu mets pied à terre, tu cours, tu portes ton vélo, donc forcément tu fais circuler le sang de manière différente. Moi je le vois quand je
fais de la course à pied, quand il fait froid, ton corps il se réchauffe différemment, tu affrontes plus facilement. Je trouve que moi j'affronte plus facilement 4-5 degrés en course à pied que 4-5 degrés à vélo. Je suis pas du tout équipé de la même manière. Et l'effet de vent, finalement, c'est l'effet de vitesse aussi qui fait. Ah oui, en plus, fait froid, ouais. puis bon, enfin, alors déjà, moi, je m'estime pas être un lardon, enfin, un mauvais coureur. Quand je roule à 30 à l'heure, je suis déjà pas mal et t'as déjà froid, mais là, les mecs, ils montent. 40, 60. Ouais, et puis quand ils sont en montée, là, qu'ils allaient, Ouais. eux, ils montent à 20 à l'heure en pente, quoi, donc. Les descentes, ça devait les pas être descentes, très ça devait agréable. pas être facile, À quoi. 60. Ouais, ça devait bien. Combien tu dis en À descente? 60, 70, Ouais, ouais, je encore. crois qu'il y en a un qui était flashé à 79 là. Là, sur le Paris-Nice, Sur piste déjà en mouillée. moto, c'est compliqué, alors j'imagine pas. Après, sur moi le- je me souviens d'avoir vu un Vincenzo Nibali flashé à 111 km/h dans la descente du Mont Ventoux en 2022. Ça, c'est des. Enfin, voilà, 111 km/h en lycra sur 6 kg de carbone. Faut pas avoir très chaud. Non, Ouais. faut être un peu allumé. Donc là, avec la. Là, je pense que peut-être qu'il descendait un peu moins vite. Mais. D'ailleurs, en parlant de descente, c'est Pogacar qui a tiré son chapeau à Tom Pidcock. Pour Pour ses capacités de descendeur et qui dit moi j'étais obligé de me mettre au rupteur et j'ai failli abandonner tellement il sur prend la des, Stradé, il parle de Ouais. la Stradé. tellement il prend tellement il Ouais. prend des trajectoires de malade mental et tellement il est enfin voilà, il dit ça reste un champion du monde de VTT et donc du coup ça se voit en Ça se fait. ressent, ouais. Il y a Ce des serait capacités de intéressant, trajectoire de descendeur. En fin de carrière, de voir un Pogacar sur du cyclocross. Ouais, je suis pas sûr que ça l'intéresse le Ah ouais cyclocross. Ouais, c'est pas du tout le même univers. Après, peut-être quand il aura fini sa carrière, mais tu vois, on aurait pu voir un Sagan venir sur du cyclocross. C'est vrai. Faut dire Ouais, qu'aujourd'hui, il préfère faire Danse avec les stars. ouais. Ah oui, c'est vrai, il est Ouais. vraiment sur Danse avec les stars en ce moment. Mais ouais, c'est quand même pas du tout le même sport. Je pense que le cyclocross, faut l'avoir pratiqué jeune. 6 mètres plus tard, tu vois, pareil, Pogacar, il est pas vététiste. Hein. Ok. On le Pourtant, voit pas on a non plus sur l'impression le qu'il a gravel. quand même le profil dans sa manière de courir. On a l'impression que c'est quand même. Il a un petit côté cyclocross, VTT dans sa Ouais, manière je de pense qu'il courir. a pas l'explosivité d'un cyclocross même. Ah ouais. Ouais, et je pense qu'il a pas le poids non plus. Ça, ouais, il est peut-être. Ouais, Trop léger. il est- Là où Pidcock fait un peu figure d'exception à l'époque quand il faisait du cyclocross par rapport à son gabarit, très petit, très léger. Enfin, tu prends aujourd'hui les grands champions de cyclocross, tu prends un Van Der Poel, c'est pas. Tu prends un Van Aert c'est 83 kilos au compteur hein, quand même. Hein. D'accord. Il faut plutôt être costaud pour. Bah, t'as en vu, cyclocross. bah ouais, en fait, il faut monter des 15-20% dans des ornières debout, quoi. Et justement, le fait d'être plus léger, c'est pas plus facile. Bah, ton vélo, il accroche moins. Ok. C'est Ah, comme, oui. c'est comme sur le Ok. Paris-Roubaix en fait. Être lourd sur le Paris-Roubaix est un avantage. Ça permet de mieux maintenir son vélo sur le rebond du pavé. Typiquement, ça se voit, hein, les gabarits de gagnants du Paris-Roubaix, c'est rarement des profils à la Philippe. D'ailleurs, tu vois pas à la Philippe s'engager sur un Paris-Roubaix. Il est trop léger, il va se faire trimballer, sauter dans tous les sens sur le pavé. Même s'il est capable de l'affronter à 50 à l'heure. Plus on passe vite le pavé, moins c'est difficile. Il y a un moment, il y a un poids qui permet aussi de rester bien en place dessus. Quoi. Donc le vélo, c'est physique aussi. Le vélo, c'est physique, c'est aérodynamique, c'est plein de choses. Du coup, on va revenir sur le Paris-Nice. Parce pardon, qu'on voulait j'ai un peu parler. digressé. Non, mais c'est très bien, justement. On parle de plein de choses. Parce que sans se concerter, on s'est dit qu'il faut parler du travail d'Alaphilippe Bah pour oui. Storer, qu'il a fait samedi, dans justement Ah cette ouais. étape dantesque. Je pense que beaucoup de gens ont été déçus de voir Alaphilippe se faire décrocher dans la dernière ascension. D'ailleurs, moi, je regardais avec ma maman, elle dit bah voilà, il fait encore rien. Et en fait, moi, je pense qu'il n'était pas là pour faire. Non, non. Je pense qu'il était clairement là, et parce que on n'a pas vu toute la course, hein, tout n'est pas retranscrit. Je pense qu'il a appuyé plus longtemps ses relais que de raison pour permettre à Storer d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir aller décrocher cette victoire et aller faire cette victoire en solo sur les 4 derniers kilomètres. Et surtout de tout donner pour que le peloton puisse pas revenir sur l'échappée, ce qui est pas si facile aujourd'hui quand on connaît les pelotons qu'il y a et la capacité qu'ils ont à visser.
d'avoir encore plus de 2 minutes d'avance à 10 km de l'arrivée, c'est quand même quelque chose d'assez... Le peloton a mis du temps enfin pas mis du temps, mais je trouve ils se sont mal entendus. Toutes les équipes se sont pas forcément très bien entendues. Ouais, alors ça c'est... Un coup c'était l'UAE, un coup c'était la Visma, un coup c'était Ouais, Ineos, d'accord, mais des ils fois se ça sont pas bien ralentissait. entendus, mais quand on dit ça, ça enlève un peu le mérite de l'échappée, je trouve. Oui, oui. Non, Je mais trouve il y a- que il y a- l'échappée il y a a le surtout mérite de très bien joué. l'échappée, Et mais- l'échappée, c'est très bien entendu tout du long. Oui. C'est surtout Il y ça avait qui des était équipiers, fort. c'est ça qui aidait aussi. Voilà. Il y avait beaucoup d'équipiers aussi. Il n'y avait pas un seul mec par équipe. Il y avait je crois que c'était aussi FDJ qui avait deux gars. deux gars. La Tudor en avait deux. La Jayco, je crois, en avait deux aussi. Ouais. Donc ça aide forcément d'avoir un mec qu'on peut sacrifier, qu'on va emmener rouler. Plutôt que se dire bon bah je vais compter mes coups de pédale. Non, on sait qu'on a un gars qui va pouvoir rouler Ouais, puis devant. alors après, moi, tu vois, il y avait aussi des profils de pas compteurs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'était quand même l'échappée de baroudeurs, de mecs qui veulent se la donner jusqu'au bout et qui comptent pas leur coup de pédale et qui font tout pour le tout. Et ça arrive parfois, et en fait, on les reconnaît. Enfin, c'est vraiment des profils de baroudeurs, de coureurs de classiques. Quand ils se retrouvent devant comme ça, ils savent qu'ils vont jusqu'au bout et qu'après ils vont se la jouer au sprint entre eux ou à la pédale, comme on dit, dans la montée. Mais ouais, et c'est ça, même si derrière ils se sont pas bien entendus parce qu'ils savaient pas trop qui y avait et ils pensaient peut-être que ça allait se jauger plus vite, ils ont pas su lire quel coureur était dedans. Tant mieux pour l'échappée, mais l'échappée a fait le forcing qu'il fallait, quoi. Et donc le gros travail de Julien justement Ah ouais, pour emmener énorme. cette horreur. Et au final, il a fait son travail. On lui apporte du mérite, pourtant, mais il est leader ouais, de mais la Tudor. c'est son travail finalement parce que Storer c'est normalement le grimpeur aussi de l'équipe. Tout C'est à pas fait. Julien qui doit Non. aller gagner ces étapes-là. C'est à Storer de Et gagner. je pense qu'en faisant ça au sein de cette nouvelle équipe, où il y a aussi Marc Hirschi qui a intégré l'équipe, Hirschi qui a un profil à la fois baroudeur, un gros rouleur, Hirschi qui peut aussi très bien grimper. On va pas non plus minimiser les performances de grimpeur de Julien Alaphilippe, hein, il est pas mauvais. Je pense que là en fait ils sont en train de trouver une cohésion d'équipe qui peut permettre de faire des jolies choses pour Julien Alaphilippe s'ils arrivent à s'engager sur un tour et des mecs qui vont pouvoir l'aider à monter, des mecs qui vont venir couper les extérieurs. Il y a quand même une équipe d'expérience pour cette équipe de Que ce division soit pour monter ou que ce soit aussi pour sprinter, parce que Alberto Dainese a fait Dainese, aussi, ouais. alors je sais plus si c'était sur le Paris-Nice ou sur le Tirreno, mais Dainese a Tirreno, je crois. Tirreno. Ouais. Bien roulé aussi. Donc, et justement, je me suis fait la réflexion, parce que pour l'instant, ils sont pas inscrits pour le Tour de France. Ils n'ont pas été encore Non, mais invités. là, ils ont récupéré quand même pas mal de points avec ces Est-ce victoires. que justement, dans la tête du directeur sportif, ça joue de se dire, les gars, faut qu'on se montre, faut qu'on soit là. Le résultat n'est peut-être pas important, mais c'est la manière dont on va se montrer, parce que ce qui est important pour nous, c'est aussi d'arriver sur le Tour de France. Alors, Est-ce que ça joue? Ouais, clairement, l'échappée publicitaire, ça joue. Mais là, en plus, l'échappée publicitaire, elle est validée par une victoire. Donc, forcément, plus de points au classement UCI pour l'équipe, et donc plus de probabilité d'être invité par ASO ou par les productions des grands tours, quoi. Déjà, je sais qu'on va avoir la Tudor sur le Paris-Roubaix, ils sont invités, donc je crois qu'ils sont aussi invités sur le Dauphiné. Donc c'est plutôt... Si je ne dis pas de bêtises, ils n'étaient pas invités aussi sur le Giro l'année dernière? La Tudor, Ouais. c'est possible qu'elle ait été invitée sur le Giro l'année dernière, parce que c'est proche. Et puis qu'elle se montait. Après, là, en vrai, je me souviens pas des 22 Je crois que équipes justement, alignées sur j'ai le Giro. découvert moi la Tudor l'année dernière sur le Giro. Moi, je les avais Et- découverts sur la majorité des classiques flandriennes et ardennaises quand même. Ok. On les voyait beaucoup là. Mais c'est vrai que l'équipe a bien été construite et c'est peut-être l'équipe surprise qu'on pourrait avoir sur le tour. Et pas juste là pour faire de la figuration, mais honnêtement, s'ils sont sur le tour, je serais pas surpris de voir une victoire d'étape, peu importe Ouais, un peu profil, comme la Kern Pharma qui a été très surprenante sur la Vuelta 2024 quoi. Et qui a remporté, je crois, 3 étapes, dont 2 par le même coureur. On a la On Polti aussi sur le Giro. Ces Ouais. équipes-là Le retour de continentales la qui- Polti. Ah maintenant c'est la Polti Visite Malta. Mais c'est toujours un petit peu comment dire. J'aime bien ces histoires de David contre Goliath.
Et c'est toujours Après, sympa de découvrir des Tudor, c'est une Conti qui a des moyens. Oui, qui a quand même une grosse équipe, mais même Ils là, sont quand même aussi comme sponsor Red Bull. ça fait partie de leur sponsor. Ouais, ça Ok. fait partie de leur sponsor Red Bull chez Tudor. Donc, Ok. Il y a des moyens. Bon, ça, il y a c'est des sûr. moyens, il y a des moyens. C'est un peu, en fait, j'ai un peu l'impression de voir la F1 avec l'équipe Red Bull. Donc là, on a la Red Bull Bora Hansgrohe. Et puis, On a la Red Bull Tudor. la Red Bull Tudor qui est un peu comme Visa Cash App V-Carb Racing Bulls en F1, qui est une espèce d'équipe un peu 2 sur lesquelles on peut tester des jeunes pour éventuellement les reprendre. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se créer une espèce de système à deux équipes avec une pépinière, tu vois. Sur ce Paris-Nice, quelle était ta surprise et ta déception? Bah, ma surprise, c'est Pedersen. Hein. C'est vrai qu'il est impressionnant. Ma surprise aussi, c'est et Clément Champoussin. Enfin, tu vois, Ouais. l'essor des Français, là, enfin, des mecs qui changent d'équipe, ils quittent les équipes françaises, et d'un coup, wouh! Astana Alors, aussi très bien recruté. Hein. Ils ont, Astana a fait un gros. je pense qu'on va recrutement. retrouver Astana devant. Et moi, la surprise que j'ai aussi, c'est ce vélo, quoi. C'est la première fois qu'on a un équipementier chinois en vélo. On en parlait la semaine dernière de quels sont les équipementiers. Le XMC, ça sort de nulle part. Je sais que chez les femmes, il y a aussi une équipe chinoise qui s'appelle Winspace, qui est sponsorisée par l'équipementier de vélo qui s'oriente essentiellement vers le vélo femme Winspace. Ils arrivent costaud, et j'avoue qu'ils font des vélos assez agressifs et compétitifs, quoi. Donc ta satisfaction, ouais, ta surprise, ce serait Pedersen. Pedersen, je trouve qu'il est devenu rouleur. Il était dans l'échappée. Il était encore dans le peloton au moment de. Ouais, et puis au moment où il ça n'est pas se craquait. laisser décrocher, quoi. Pedersen, moi je trouve qu'il est devenu en plus un meneur de train, là où on avait parlé la semaine dernière, je t'ai dit que ça m'étonne pas, mais il prend ce rôle facile, mais il est quand même encore capable d'être sprinter et d'être là, quoi. Et donc du coup ça nous permet peut-être à moins que tu aies encore des choses à dire sur Tirreno Adriatico. Non. Sur le Tirreno, je voulais faire un petit aussi point surprise et point déception sur le Tirreno. Et puis après, ouais, moi je te dis, Lenny Martinez, Clément Champoussin top 10. Alors là, j'aurais jamais mis un billet sur un top 10 de Champoussin dans un Paris-Nice. Alors, pour le coup, moi, Champoussin, bon, c'est ce que ce soit Lenny Martinez. Il y a une surprise dans le résultat, dans la manière, parce que de les voir aussi haut. Bon, moi je suis pas forcément choqué de Champoussin, qui des fois est capable de faire des éclats comme ça dans une saison. Alors c'est cool. Il y a une surprise quand même de dire, bon, c'est quand même très fort. Il fait quand même trois beaux classements sur les épreuves d'affilée. Enfin, tu vois, moi il m'avait pas habitué à ça. Enfin, 3 jours de suite faire des top 10. C'est pas une surprise. Moi, ça a été Pedersen, de découvrir Pedersen encore en train de grimper, d'emmener un peloton de grimpeurs. J'ai vraiment découvert Pedersen sur ce Paris-Nice. Et comme on disait la semaine dernière, on est peut-être en train de voir un changement de profil de ce coureur qui va peut-être nous faire un profil. Alors c'est parce que c'est peut-être le seul que j'ai en tête, mais un profil à la Van Aert qui est capable d'emmener, qui est capable de grimper, qui est capable d'aller gagner sur un sprint, avoir un mec complet en fait, beaucoup plus complet, capable de gagner en solitaire. Et on est en train de changer, de voir, et c'est rare de voir des sprinters qui deviennent des vrais baroudeurs, grimpeurs. Peut-être qu'on est en train de voir l'émergence d'une nouvelle génération de sprinters qui devient un peu plus complet et moins très orienté sprint à la Fabio Jacobsen. On avait déjà peut-être un peu ces prémices-là avec un Peter Sagan par exemple. Qui était un peu aussi un ovni parmi qui était VTTiste de base et qui retournait vers le VTT avant d'avoir ses problèmes cardiaques puis de se mettre à la danse. Mais il était il était un peu ovni. Sagan était capable de rouler, il passait très bien les bosses. Il pouvait gagner en solitaire, quoi. Il a quand même ramené son maillot vert 7 fois sur les Champs-Élysées, quoi. Celui-là, là. Hein. Donc, il a été 3 fois champion du monde en plus. Donc, c'est un profil. C'est peut-être l'amorce de ces nouveaux profils avec Sagan, puis après confirmé par un Van Aert et dans une moindre mesure, mais un peu aussi un Van Der Poel. Ouais. Et là du coup un Mats Pedersen,
Mais ce sont des mecs qui sont passés par le aussi, hein. cyclocross finalement en fait. Ouais. On avait cette habitude d'avoir justement les mecs du cyclocross qui devenaient un peu sprinteurs, À la grimpeurs. Merckx, hein. Ouais voilà, mais c'était le pas cyclocross, sprinter, Merckx. on savait que c'était des cyclocross de man de base. Là c'est un mec qui était sprinter et qui s'est adapté, qui transforme un peu son vélo et sa manière de courir. Et c'est, je trouve, un petit peu nouveau. Girmay a un peu ce profil-là, mais c'est pas Girmay qui va pouvoir grimper vraiment comme fait Girmay, Pedersen. Girmay, il t'emmènera pas un train et Voilà. Girmay, il ira pas faire une échappée en baroudeur, quoi. Exactement. Et est-ce que justement on est en train de voir une évolution des sprinters ou c'est juste l'évolution tout simplement de Pedersen qui se rend compte qu'il a peut-être plus les pattes aussi Bah, pour en aller fait, il faut grimper, voir pour comment aller sont sprinter. placés à l'avenir aussi les classements par points. Je me souviens dans le temps, on avait des mecs comme Eric Zabel qui était pour la Deutsche Telekom qui trustait vraiment le classement par points de tous les sprints intermédiaires, mais c'était une autre manière de courir. Il n'y avait pas forcément les points bonus, il n'y avait pas les bonifications intermédiaires. Aujourd'hui, tu peux avoir des secondes de bonification sur les sprints intermédiaires, donc forcément, ça change la physionomie de qui va aller remporter sprint, parce que ça peut aussi être un équipier du maillot jaune qui va aller chercher ces secondes de bonif là. Donc est-ce qu'on l'enverrait pas plutôt passer le sprint intermédiaire en tête pour être sûr que personne prenne les secondes de... Enfin voilà, je pense que sur les grands tours, il y a aussi des modifications de l'approche et des règlements qui font qu'on a des modifications des coureurs. Après, des purs sprinters à la Philipsen, à la Jacobsen, on les retrouvera toujours sur des classiques comme... Comme la classique, je sais pas moi, comme un Kurn Bruxelles Kurn ou comme une flèche wallonne, enfin tu vois ce genre de truc, ou l'Amstel Gold Race, ouais, des courses un Paris-Tour. Un Paris-Tour c'est essentiellement réservé à des mecs comme ça normalement, enfin ou à des Arnaud Démarre. Là où après tu as des profils de sprinteurs plus atypiques aussi, un Brian Cocard, tu vois, tout petit, léger, qui passe bien les bosses, mais Brian Cocard c'est pas un baroudeur. Non, clairement. Par contre, c'est un mec qui a suffisamment de puissance pour gagner des sprints en côte. En faux plat montant, on va dire, plutôt que côte. Oui. Plus compliqué. Mais oui, en faux plat montant, oui, Cocard, c'était. Mais d'ailleurs, on a l'impression qu'il est possiblement gagnant. Ouais, mais il est possiblement gagnant que quand c'est sur des profils comme ça. Ouais. Dès que c'est plat, on sait que Cocard, de toute façon, il y a pas. des mecs qui ont 100 fois plus de puissance que lui. Clairement. Moi, je mettrais sur une arrivée plate, un Paris-Tour, je mets pas Cocard, quoi. Ouais. Pour continuer, juste avant de passer sur le Milan-San Remo, je voulais quand même dire que la bataille est enfin lancée déjà entre la UAE et la Visma. Oui. Puisqu'on a Ayuso qui gagne le Tirreno, et d'un côté on a Jorgensen qui gagne le Paris-Nice. Qui fait doubler. Et qui fait doubler... pourquoi doubler? Mais il a gagné l'année dernière. Ah oui, c'est vrai, oui, qui remet son titre en jeu et qui regagne son titre. Un Américain 2 ans de suite sur la promenade des Anglais. Et justement, on l'a vu, tu parlais des gars qui prennent les bonifs. Dès les premières étapes, Jorgensen, il a pris les bonifs. Il est allé chercher les 3 petites secondes. Alors il gagne avec une grosse avance, c'est pas ça qui fait la diff. Mais dès le début, il fallait chercher les 3 secondes parce que ça peut des fois se jouer à rien. Donc ouais, la bataille est lancée entre UAE et Visma. Et un peu déçu quand même de la UAE sur le Paris-Nice. Oui. Que ce soit Almeida, il y avait McNulty, il y avait une grosse équipe quand même. McNulty, moi, il m'a pas déçu. Mais McNulty, c'est difficile de décevoir quand t'es dans un rôle d'équipier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais on les a pas vus, on les a pas forcément. Ils n'ont pas été flamboyants, non. Mais en même temps, ils pas Poggi, hein. Oui, mais du coup, il n'y a pas que Poggi, enfin, il y a quand même une équipe derrière. N'importe quel mec de la UAE, je pense, qui pourrait être. Sivakov était pas là. Ouais, mais tu vois, il était pas sur le Tirreno, peut-être. Si. Il était sur le Tirreno. Ouais. Mais n'importe quel de ces mecs pourrait être des leaders dans n'importe quelle équipe. Alors, hormis la Visma. Mais si tu prends n'importe quel mec, un Almeida, un McNulty, ça peut être largement leader chez une Bahreïn, ça peut être leader chez un FDJ, n'importe quelle équipe. Almeida, il était avant d'être chez l'UAE, il était à la Quick Step. Hein. Ouais. Et ils l'ont jamais mis en leader à la Quick Step. Hein. Oui, mais bon, c'était à la Quick Step. C'était autre chose. On les met de côté, eux. On les met de côté. Aujourd'hui, justement, un Almeida à la Quick Step, c'est un leader. Je suis pas sûr. Je pense que Almeida, il lui manque un truc pour être un leader. Quoi?
La même chose que ce qui manque à Leclerc pour gagner. Après, c'est sa manière aussi on voit que c'est sa manière aussi de rouler. Il se fait souvent distancer, puis c'est à la pédale. Un peu à l'image d'un train, quoi. C'est voilà, ça monte ton train, ça compte un petit peu ses coups de pédale. Ouais, alors que dans le vélo actuel, ça peut te permettre d'être un leader, je suis pas sûr en fait. Ayuso a un bien meilleur profil de leader que Je suis d'accord, ok, je suis d'accord. Mais donc du coup, pas fort, déçu un peu quand même de la UAE sur ce. Moi de la UAE, je suis tout le temps déçu, je les aime pas. Tu vas pas nous faire une Marc Madio quand même. Non, Marc Madio, c'est lui que j'aime pas, c'est pas la FDJ que j'aime pas. Par exemple, tu vois, je trouve que d'avoir recruté Guillaume Martin Guillonnet est une très bonne chose pour la FDJ. Ouais. Après, je pense que il faut qu'il recrute un nouveau directeur sportif et ça changera. Comme Decathlon et G2R, ils ont changé de directeur sportif. Il y a des orientations qui ont été prises. On voit aujourd'hui ce que ça donne. Ça donne une équipe qui arrive à gagner, qui arrive à venir être dans la première moitié après les trois grosses, quoi. Ouais, la G2R, je pense que ça va mettre un peu de temps aussi parce que c'est une équipe très jeune. Il y a beaucoup de jeunes. Ah oui, tu veux dire, elle est très jeune dans son effectif. Dans son effectif. Parce que sinon, l'équipe l'équipe est ancienne, mais par contre, l'effectif, c'est très rajeuni. Et c'est très bien. Après, ça va arriver, je pense, sur les prochaines années. Il y a des potentiels à confirmer, en tout cas, chez la G2R. On va passer sur le Milan-San Remo. Ouais. Avec justement Pogacar. Pourquoi Pogacar est favori sur une étape qui est typée pour les sprinters. Alors, elle est typée pour les sprinters avant l'ère d'un Pogacar. Là, Pogacar, là, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu dessus. Il n'avait pas cette même forme quand il était dessus. C'est vrai que l'année dernière, c'est un Jasper Philipsen qui remporte avec derrière un Mathieu Van Der Poel qui le place dans les meilleures conditions. C'est très plat. Alors, on va regarder le parcours de Milan-San Remo. Clac, c'est là. Ouais, c'est mon... Hop, qu'est-ce que je veux faire? On va faire ça. Voilà. Donc là, je vous propose, je vous mets en gros plan le profil de l'étape. Le profil de Milan-San Remo. Donc on a effectivement les 150 premières bornes. Enfin, les 130 premières bornes qui sont plates. Mais vraiment hyper plates dans les plaines milanaises. Et on fait un capot, une première côte tout de suite là à 140 qui est assez tendue, mais qui normalement fait pas grand chose, qui va peut-être fatiguer un peu du sprinter. Et effectivement, c'est une course qui est plutôt orientée sprinter, voire baroudeur. Et après, on est en bord de mer pendant presque 120 bornes. Et après, on va attaquer les petites montées sèches avec le juge de paix du Poggio. La dernière montée qui monte sévère, qui est quand même environ à 15% de moyenne, donc c'est pas rien. Et en fait, c'est que souvent, en fait, il n'y a rien pour départager le peloton. C'est pour ça que c'est promis souvent aux sprinters, parce qu'en plus, on est à l'arrivée après en descente et à plat dans San Remo en bord de mer. Donc c'est pour ça que c'est souvent réservé aux sprinters, parce que il y a une vraie grosse difficulté au milieu, mais derrière, après, si les équipes se mettent en marche dans la plaine, en bord de mer, s'il n'y a pas de vent pour faire des cassures et des bordures, ils arrivent à rester tous ensemble et ça s'emmène. Et après, il y a 3 bosses à passer. Un coup de cul de sprinter, ça monte en force, ça passe et ça se finit. Le seul, je crois, ou le dernier en tout cas, qui a réussi à gagner en solitaire, c'était Matej Moric. Ouais, avec ses capacités de descendeur surtout. C'était très impressionnant. Et puis de cette capacité de rouler toujours, quoi. Ouais. Et puis il était parti devant, et puis surtout il avait creusé. Après, il avait méga attaqué en tête dans toutes les descentes, il avait jamais lâché. Et il arrive en solitaire, mais pas avec beaucoup d'avance sur le reste du peloton, quoi. C'est genre 2 minutes, c'est pas énorme. Mais c'était rare pour un San Remo, c'est rare d'avoir une arrivée en solitaire, ou même rare tout simplement d'avoir un coureur qui n'a pas le profil de sprinter. Non. Si on peut mettre Van Der Poel dans une catégorie à côté des sprinters, parce que je pense pas que pour moi c'est pas Van Der Poel n'est pas sprinter, n'est pas dans le style de sprinter. Il n'est pas mauvais sprinter. Voilà. Mais face à des purs sprinters, jamais il l'arrache. Bien sûr. Donc c'est peut-être le seul c'est peut-être aussi un des coureurs qui n'est pas typé sprinter qui a réussi à le gagner.
Et on a tout le temps un petit peu des surprises des fois, justement sur ces San Remo sur ces dernières années. C'est que un coup c'est un sprinter, l'année dernière c'est Philipsen. Pourquoi du coup cette année ça pourrait être un Poggi? Parce que Poggi est capable de rouler fort pendant 80 bornes. Tout seul devant. Et de faire la différence justement dans ces 3 cols qu'il y a. Moi je sais pas, Pogacar, pour moi c'est il y a un truc incompréhensible chez ce mec là. Le mec il est capable de t'avoiner 300 watts pendant 4 heures en étant en zone de cardiaque quoi, tu vois, le type il est je sais pas, moi est-ce que tu vois là moi je serais un Pogacar vu son profil j'attaque à la finale Elingure sur les bords et puis j'essaie de faire en sorte que mon équipe et je pars tout seul en solidaire pour les 70 dernières bornes quoi. Ah ouais? Bah pourquoi pas en vrai, il a la capacité, il est du genre à le faire, il nous l'a montré des ouais, non, ce serait quand même puis là 70 bornes c'est plat, il y a 3 montées hein. Ce serait quand même très impressionnant. Ah ouais, mais c'est en fait. Pourquoi on pourrait pas faire la différence juste dans le podio? Non, il n'y a pas la différence dans le podio parce que derrière il n'y a pas. La giclette. Parce que le podio il est pas si long que ça. Et du coup, des mecs comme un Jonathan Milan, un Mats Pedersen, ils vont lui sauter sur le rab. Il aura tout le temps 2 valises avec lui quoi. Tu penses que justement, parce que quand Poggi souvent il place une vraie attaque, derrière ça suit pas. Donc, ouais, sauf que là on a vu qu'il n'est pas capable de sprinter. Donc il a essayé de se frotter au sprint, il n'est pas bon sprinter, il part de trop loin, il se fait déglinguer. Donc s'il veut pas prendre le risque de s'accrocher des sprinters, parce que là les sprinters dans des pourcentages comme ça là tu sors de descente, t'es à bloc, mais là en fait ça passe tout seul, c'est un coup de cul. Ouais. Hein, en vrai c'est 3 coups de cul là pour les sprinters, ils vont. Donc une giclette de Pogacar dans le Poggio, franchement je n'y crois pas. Voilà, il va falloir qu'il ait mis pas mal de banderilles avant et que son équipe fasse en sorte, vraiment le sprinter possible, ouais. Et moins d'équipiers. Voilà, ils vont serrer à mort dans le grand plat de bord de mer là, serrer à mort ici, essayer de jouer avec le vent pour faire des cassures, qui est plutôt a priori une spécialité de la Visma, hein, de faire des bordures et des cassures. Voilà, puis quand on voit le reste, moi je trouve que l'UAE met trop tout sur Pogacar. Ouais. Donc, mais en même temps, c'est. Pour surprendre, il faut qu'il parte tôt quoi. Quand on a une pépite comme ça, quand on a un talent comme ça, est-ce que. Ouais, la filière slovène. On fera une autre émission là-dessus. Ouais. Quand on va avoir des infos. Mais justement, toi, t'es directeur d'équipe. Alors pas de la UAE mais d'une Lidl Trek ou du Visma. Comment justement tu fais pour empêcher le Pogacar de gagner? Bah j'attaque tout le temps. Et pour le coup là je maîtrise la bordure et je fais serrer, je fais rouler vite le peloton, mais très vite le peloton. Donc à partir des 160 bornes. Ouais, à partir des 160 bornes. Dès que c'est rouler à mort. Ouais. Pour tenter la bordure. Pour tenter la bordure. Et si j'ai pas la bordure dans l'école, là j'essaie de faire à prendre quand même. Ouais, parce que si tu te retrouves justement t'as réussi à faire ta bordure mais t'as pas réussi à isoler Pogacar, tu te retrouves. Tu l'auras au sprint. Parce que sur les 40 dernières bornes, tout dépend qui t'a réussi. C'est juste des coups de cul. Quoi. Et puis après, le truc c'est qu'il est seul contre 4 équipes quoi. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est que je suis la Visma, je suis la Bahreïn, je suis Ineos, je suis machin. En fait, s'il faut qu'on serre pour faire péter l'UAE, on va la faire péter quoi en fait. Parce que on va se mettre ensemble, ou alors on les fait rouler devant, on se met bien au chaud derrière eux, vous les faire péter, mais on va accrocher et c'est vous qui allez péter parce que vous allez être tout seul devant. Est-ce que justement la tactique, ce serait pas la stratégie, ce serait pas de leur laisser vous dire tu veux gagner Poggi, tu veux être devant. Le truc c'est que si on les laisse rouler devant, il y a moyen qu'en fait le mec il parte tout seul. Et que les autres après ils viennent couper, tu vois, les relais, ils viennent faire chier. Non, moi je roulerais fort. Fort.
Moi, je vois bien un record de moyenne battu chez les hommes cette année sur Milan Bah, sans c'est pas Remo. impossible, c'est pas impossible. Et j'aimerais bien qu'on ait un Jonathan Milan sans Remo. Pour la blague. Pour la blague. Et justement, donc, on va voir ça sur l'équipe Jonathan Milan sans Remo. Bon, le jour où le vélo sera en une de l'équipe, hein. Ça l'a été. L'empereur romain, Ah, de c'est quoi? quand Ah, il a eu contre- son maillot jaune l'année Ah oui, dernière. non mais d'accord, mais que sur un événement comme Ah oui. Milan San Remo, si ça fait la une de l'équipe, Ouais, ça serait ah, incroyable. d'accord. Faut Et peut-être justement, un Français donc, qui à gagne, part Poggi, pour toi, Pedersen, quels sont les Milan. favoris? Alors l'un ou l'autre? Parce que justement, ils sont dans la même équipe. Moi, Milan. Vu comment il est annoncé, pour moi, Pedersen sera l'ouvreur de Milan. D'accord. Ce sera son poisson pilote. Je verrais bien Philipsen. Hein. Pareil. Hein. Après, du coup, pour la Lidl Trek, attention, parce que Milan, il est tombé sur le Tirreno. Ouais. Pour voir dans quelle étape Il a il pas va mal arriver. fini. Il a pas mal Ouais. fini. Donc, Ok. Et donc, sinon, ouais, un et il a Philipsen. quand même annoncé qu'il venait pas sur Milan San Remo pour faire deuxième derrière Pogacar. Hein. Ah, de toute façon, ils vont tous dire ça. Hein. Bon, il y en a qui sont. Il y en a des plus discrets qu'on voit moins. Quoi, mais... Non, mais il y en a, on sait qu'ils viendront pour prendre pour les bidons, mais dans les favoris, ils viennent tous pour gagner, hein, ils viennent pas Ouais. pour faire deuxième. Donc Philipsen, ouais, pour la doublé. Hein. pour l'Alpecin, Ouais. ouais. Est-ce que chez la Visma ou chez les Ineos, Christophe Laporte. Christophe Laporte, ouais, qui pourrait, C'est un gros ouais. sprinter quand même, Christophe Laporte. Hein. Et qui a montré toujours de belles choses sur son Remo. D'ailleurs, j'ai vu le recrutement de la Visma, j'étais un peu passé à côté. Ils ont quand même aussi récupéré notre ami Victor Campenarts hein, Ouais. à la Visma et un autre français aussi. Il y a Axel Zinglet. Axel et moi, Zinglet, voilà. ouais, j'aurais mis aussi Qui était à la Axel Cofidis. Zinglet. Parce que justement, c'est Axel Zinglet, c'est Le quelqu'un profil qui de est... baroudeur quand même. Ouais, mais qui est capable justement de bien passer les bosses. Ouais. Donc pourquoi pas Axel Zinglet. Tout dépend faudra voir comment aussi ça va qui serrer, comment emmène. ça va exploser. Est-ce qu'on va avoir un peloton qui va rouler vite? Est-ce qu'on aura des chutes aussi hein? Oui, bien sûr, on peut refaire toutes les courses. On va pas tout anticiper. Mais et chez les Ineos, est-ce que tu vois quelqu'un capable d'aller Bah la méga surprise là Joshua du Tarling. Ouais. ce choix Tarling, ouais, qui... Ouais, ou la surprise du chef sur Paris-Nice, le vainqueur de la dernière étape. Bah c'est Joshua Tarling. Non, c'est... C'est pas Joshua Tarling. Non, Joshua Tarling. Tarling. Non. Qui dédie d'ailleurs, je crois, sa victoire à Gino Meder. Attends. Touk 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 touk. C'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Paf. Non. Si je ne m'amuse, pour moi c'est Tarling qui gagne la dernière. Et je Si dis peut-être si tu t'amuses. Si je ne m'amuse. Magnus Sheffield. Voilà, Autant Magnus pour moi. Sheffield. Autant pour moi, autant pour moi. Magnus Sheffield de chez Ineos. Oui, Qui a oui. été très impressionnant. Ouais. Et pour le coup, grosse révélation. Qui gagne en solitaire. Ouais, enfin, demi-solitaire quand même. Qui, mais ouais. ouais. Qui fait un gros jeu, donc voilà. Mais Ineos, moi j'ai du mal à la lire avec le départ d'un Pidcock qui est parti un peu au dernier moment, donc je sais Ben, pas. je trouve que justement, pour les peu de courses, enfin j'ai pas regardé toute la saison pour l'instant, mais je retrouve un peu du Ineos qui Un peu plus veut, flamboyant. ouais, qui veut contrôler, qui se laisse plus faire par la Visma ou par la UAE, et qui reprend un petit peu sa place. Alors, en qui fait, j'ai était, l'impression que toutes les équipes en ce début de saison en ont marre de se faire mener par le bout du nez par la Visma et eux. On voit la Bahreïn avec un Lili Martinez qui a envie aussi de recontrôler. On voit la Bora-Hansgrohe, enfin la Red Bull Bora, pardon, qui se laisse pas mener non plus. Peut-être la déception d'ailleurs de la Red Bull Bora. Ouais, sur ses voir, Tirreno et sur ce Paris-Nice qu'on a un peu ça n'a vu. jamais Bon, été trop leur Lipovic tour. fait 2. C'était C'est pas si mal. Hein. non mais c'est très bien, c'était peut-être pas celui qui était attendu. Non, et puis ça n'a jamais été trop les courses qu'ils visaient. C'est plutôt Dauphiné libéré. Enfin, tu vois, on est plutôt. Franchement, la Red Bull, enfin, Bora-Hansgrohe, on était plutôt des fins de printemps que des coureurs de classique. C'est pas là où ils excellent. Hein. Et tu vois quelqu'un justement chez la Red Bull pouvoir jouer sur ce Milan-San Remo? Non, pas là. Non. Ouais. Bon, on verra. Je vois personne de la FDJ non plus. Hein. Un Stephen Kung? Non. Non. C'est pas du tout son profil. Pas du tout, quoi. S'il part tout seul. Mais c'est un contre-la-montre, Stéphane. Bah, Kung. justement. Ouais, enfin, c'est un contre-la-montre de 40 km qui est capable de faire, hein, et pas avec des bosses. C'est vrai, c'est vrai. Franchement, non, je vois personne à la FDJ.
Ok. Après un Ben O'Connor à la Jayco, en petite Qui a été surprise. très décevant encore. Je trouve, pour ma Il part, faut qu'il chauffe. pour Mais, ma part, le Ben O'Connor, c'est quand même. Ouais, j'ai du mal avec, Ouais, en tout cas la hype autour de lui. la hype qu'on lui donne, ouais, je vais pas dire le favoritisme, mais dans cette équipe de la Jayco, j'ai l'impression qu'on a mis tout sur Ben O'Connor et qu'il y a un Dunbar qui pourrait être aussi tout aussi bien. Après, il y en a dont on n'entend pas parler pour l'instant et que j'aime beaucoup, moi, c'est les frères Yates. Ouais, alors Simon a été aussi très décevant sur le Tirreno, je crois. Ouais, mais après, c'est le début de saison. Hein. On est encore. Ouais, mais est-ce qu'on est justement encore dans le début de saison? Oui, on est Ouais. encore dans le début de saison. On est vraiment dans le début parce qu'on n'a même pas encore. Enfin, c'est la Primavera, quoi. C'est la Ouais. première des grandes classiques. C'est la première des 6 classiques qui, je le rappelle, sont le Milan-San Remo, Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège. Les feuilles mortes en automne, c'est Le Lombardie? le Tour de Lombardie. Et puis la 6e, je l'ai oublié, voilà, comme toujours. L'Amstel. Ok. Qui fait partie de ces grandes Ouais. classiques. Ouais, qui elle est aux Pays-Bas, c'est la seule aux Pays-Bas. Il y en a 2 en Italie, 3 en Belgique, une aux Pays-Bas et une en France. D'accord. Avec celle qui est dit la dure des durs, le Paris-Roubaix, quoi. Ok. Et là, Milan-San Donc là, Remo, c'est la plus longue. La plus longue, ouais. Ouais, on a presque 300 bornes. Hein. Enfin, on a 289 km de course effective, 294 avec le départ fictif. Ça fait mal à la gueule quand même. Hein. Est-ce que Ça rince les est-ce esprits. que c'est réellement encore utile de faire des courses de 300 km? Tu me prends dépourvu sur ce genre de questions. quoi. On voit que de plus en plus on réduit un peu le nombre, le nombre de kilomètres dans certaines étapes. Et que certaines Ouais, et étapes malgré tout, sont- le Tour de France s'amuse toujours à faire des grandes et longues étapes. Après, je trouve que c'est rigolo, les grandes et longues étapes pour aller essorer un peu le peloton, aller tirer dans les réserves de glucides jusqu'au maximum et puis voir comment ils s'en sortent sur le sprint ou sur ces coups de cul finaux. Quoi. En vrai, tu mets les mêmes 3 coups de cul sur une étape qui part de Anenzano, là, elle fait 134 bornes. C'est plus du tout la même physionomie de course. C'est que là, ils sont quand même mangés déjà 140 On bornes. voit toujours que c'est finalement des sprinteurs qui gagnent et que c'est pas l'endurance Ouais. finalement n'est pas réellement un Ah, les facteur. sprinters, en fait, les sprinters, c'est des mecs d'endurance en fait, hein, qui sont là Oui. pour être explosifs sur la fin. Mais c'est des mecs qui ont une filière longue, qui sont capables d'exploiter leur filière longue sur du plat, de rouler vite. Non, après il faut des circuits un peu pour tout le monde. Enfin, puis pareil, en fait, c'est comme si tu me disais bon, on n'a qu'à faire le championnat du monde sur 110 bornes. Franchement, aucun intérêt quoi. Ce qui est intéressant, c'est les courses longues, les mecs qui pètent au mental. Là, il y a des mecs qui vont péter au mental en fait, parce que c'est long. Parce que c'est long en fait. C'est ça aussi Ouais. qui est. C'est un peu comme les spéciales du Paris-Dakar quoi. C'est des moments un peu hors normes. C'est pas souvent, mais il faut quand même se les manger les 300 bornes. Hein. Et justement pour les femmes, donc il y en aura 156. Ouais. On va parler un peu des femmes maintenant. Tout à fait. Du Milan-San Remo de Donne. Et donc ce sera 156 km et au final en fait ils vont partir directement au premier Au pied de coup cul. Passo del Tocchino, ouais, c'est Ouais. ça. Et après, c'est tout le même parcours sur la fin. Est-ce que tu as des favoris chez les femmes pour ce J'ai Milan-San Remo moi de j'ai Donne? celle que j'adore. Moi après voilà, je suis fanboy chez les hommes de Wout van Aert, Wout van Aert, et chez les femmes je suis fanboy de Demi Vollering. Après j'aime beaucoup Juliette Labou aussi. On a une très jolie place aussi de Marie Lenette aujourd'hui là sur une petite course en Belgique. Moi là pour le coup je vois bien la FDJ. Après ça va être à couteau tiré. Hein. Est-ce on va pas revoir un petit peu le même duel qu'on a eu sur la Strade Entre Anna van der Breggen et oui et non parce qu'il y a quand même Lotte Kopecky qui revient dans la danse, Lorena Wiebes qui est là aussi. Lotte Kopecky qui est la championne du monde en titre, Lorena Wiebes qui est la championne d'Europe en titre, qui sont quand même toutes les deux d'assez bonnes sprinteuses. Ben non en fait, je peux pas discuter Elise Gonzalez.
C'est très très drôle. Du coup, il y a du très beau monde chez les femmes, quand même. C'est plus fermé. Enfin, la course va être plus fermée. Et le résultat, par contre, va être beaucoup plus ouvert. Franchement, ça va être hyper Est-ce dur. que du coup, on n'est pas sur le profil typé sprinter, il est moins important chez les femmes et que Non, je pense que c'est une sprinteuse qui va gagner. En vrai, moi, j'aimerais que ça soit Demi Vollering. Après, je vois bien un doublé de Lotte Kopecky avec le maillot arc-en-ciel. Hein. Ok. Lotte Kopecky, elle a fait le doublé de l'année dernière sur le Paris-Roubaix. Si ça finit au sprint dans les rues de San Remo, là. Elle est un niveau dessus par rapport aux autres. Ouais, 2. Ouais. Sur des sprints comme ça, sur des sprints massifs emballés. Après, tu pourrais avoir aussi Charlotte Cole, qui était très très forte, qui était. D'autres aussi, on pourrait chez les sprinteuses, Lorena Vibus. Après voilà, je vois pas Marlene Reusser s'emballer sur un sprint. Après, à la Visma, en gros sprinteuse, on a toujours aussi Marianne Voll. Hein. Et côté française, du coup, on aurait qui Pauline Ferrand-Prévot. Est-ce que elle a le ça dépend comment pour aller sprinter? Alors, en fait, c'est pas exactement la même chose que chez les hommes. Ouais. Après, Pauline Ferrand-Prévot, elle est quand même filière VTT. Elle a fait quand même une très jolie 3ème place sur l'Estrade Bianche. Ouais, mais il y a le côté un peu grimpette qui fait que voilà, elle est explosive. Elle est quand même très très explosive. À voir aussi comment elle va pouvoir être emmenée. Est-ce que Marianne Vos va être poisson pilote ou est-ce qu'elle va être poisson pilote? Je sais pas trop. En fait, moi, la Visma, je ne l'ai pas trop regardé encore chez les femmes. J'avoue, je me suis beaucoup concentré sur ce recrutement au sein de la FDJ qui qui est assez fou. Donc, je sais pas, je saurais pas trop te dire qui des deux là, mais bon, après, je pense que chez les bookmakers, la grosse favorite, ça va être Lotte Kopecky, quoi. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là, sur non, puis après là, on va commencer à attaquer la saison des classiques. Pour moi, l'un de mes moments préférés dans le vélo. Moi, je vous invite à regarder les 2 courses. Et la course qui aura le plus de suspense, ça sera la course, le Milan-San Remo Donne. Ok, le femme. Le femme. Ouais. Ok. Ils partent avec, c'est quoi, un jour de décalage? Non, c'est quelques heures de décalage. C'est le même jour. Mais ils partent peut-être pas en même temps. Alors, non, elles partent pas en même temps. Je pense que l'arrivée des femmes sera avant ou l'arrivée des hommes? Je pense que les femmes vont partir avant, parce qu'elles font moins de distance. Du coup, plus court. Donc je pense que les femmes... Après, je sais pas, peut-être qu'ils vont... Je sais pas trop. C'est quoi les... Dans les les... Le départ, je crois, pour les femmes, il est à 10h30. Si on a vu regarder tout à l'heure là-haut. Ouais, c'était ça que je cherchais. Ici. Départ à 10h40. 10h40, donc ouais. Elles partent le matin. Les mecs, ils doivent partir à peu près en même temps, en fait. Hein. Tac. Je pense qu'ils doivent partir en même temps, mais comme ils partent de beaucoup plus loin... Est-ce que pour une course comme ça, on est à peu près à combien de... On a combien de kilomètres... Enfin, de combien de kilomètres? Mais combien de temps à peu près sur une étape comme ça? Pour les femmes? Femmes et hommes. Ouais, les hommes, il y a 300 bornes. Hein. Donc c'est quoi? Ils mettent 5-6 heures? Ouais, on va être sur du 6 heures chez les hommes. Entre 5 et 6 heures, et chez les femmes, on va être aux environs de 3 heures, quoi. Ok. Temps plus classique chez les femmes, temps plus habituel, il y a quand même 2 fois moins de distance, quoi. Et donc du coup, est-ce que ça roule un petit peu plus fort chez les femmes? C'est-à-dire on compte un peu moins les coups de pédale Chez les femmes, ça roule plus débridé. C'est pas plus fort, plus débridé. Ça a encore du mal avec les stratégies de peloton et d'échapper par rapport aux hommes. Donc ça a toujours un peu plus de mal à se caler, en fait, que chez les hommes. Et c'est le samedi, hein, n'oubliez pas, c'est samedi, les courses italiennes. C'est pas dimanche. Et les hommes partent à 10h25. Donc ils partent plus tôt. Mais ils ont plus de distance, qui paraît logique qu'ils partent plus tôt, quoi. Ouais, les femmes, ça roule plus débridé. Ça roule quand même plus... Et c'est un peu moins stratégique. Après, les équipes sont plus petites, donc ça roule différemment.
En moyenne, elle roule moins vite, même si aujourd'hui elle commence à avoir des vitesses moyennes qui sont inatteignables pour le commun des mortels en fait. Sur cette longue distance, franchement, même je pense que il y a quelques mecs à Orléans au cercle du Cheval Rouge qui pourraient les suivre, mais ils sont pas professionnels quoi, ou c'est d'anciens professionnels ou des semi-pros, tu vois. On n'est pas dans le. Moi personnellement, j'arrive pas à maintenir comme les meufs. Un 38 à l'heure sur 3 heures quoi. Alors je connais des mecs qui seraient capables de le faire, malgré tout, elles vont te maintenir un 38 à l'heure de moyenne avec des coups de cul et il y a du D+ quand même, hein, tu vois. Ouais. Donc, de toute façon, il y a toujours une différence entre le monde professionnel et amateur, peu importe le sexe. Et tous les hommes qui te disent oui, je serais capable de taper le record du monde féminin, mec, je t'attends quoi. Je t'attends, vraiment, je t'attends quoi. Déjà tente de faire un top 200 en performance, tu sais, ceux qui disent ouais, en m'entraînant, je suis sûr qu'en m'entraînant 2-3 fois, je tape un record. Ouais, bah vas-y. Combien de mecs que je connais qui disent moi si je m'entraîne maintenant au foot, je peux devenir professionnel. Les gars à 30 ans, il y en a plein qui disent ça. Mais qui en plus dénigrent la valeur des femmes. Bien sûr. Donc non, il y a un moment où faut rester humble. Bien sûr. Et ben je pense qu'on a fait le tour sur le vélo. Sur le vélo, ouais. On a fait une bonne heure, je crois. Hein. Ouais. Et mais du coup, on débriefera ça la semaine prochaine, mercredi prochain, on débriefera ce San Remo. Et puis avec le Tour de Catalogne qui va arriver. Ouais, et puis les Paris-Roubaix, Tour des Flandres, on va arriver sur ces classiques. Liège-Bastogne-Liège. Pour arriver tout doucement sur Kurn, le premier. Kurn-Bruxelles-Kurn, qui est l'une de mes préférées. Qui est déjà passé. Oui, qui est déjà passé. Il y en a une autre après, il y a. Enfin bon, il y en a plein. On va arriver dans la série classique, donc on aura de la matière. Et les Ardennaises. Voilà. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Si vous êtes sur YouTube, merci d'avoir suivi cette partie vélo.